Toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, l'émission qui débriefe les matchs du week-end de Lille, de Lens et de Valenciennes. Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Ils sont autour de la table ce soir pour nous faire vivre cette 12e émission de la saison, si je ne me trompe pas. Benoît Dequeville, journaliste. Bonsoir. On accueille aussi Cédric Van Goten, agent de joueur de retour. Cédric, bonne année. Bonsoir, meilleurs vœux à tout le monde. Merci. On a aussi Jean-Marc Devred, journaliste à France 3. Bonsoir à tous. Voilà, j'ai essayé de retrouver ma voix quand même. C'est bon, c'est revenu, il y a un petit bug. Il y a rafraîchi aujourd'hui quand même. Et Philippe Châtelain, ancien journaliste également à France 3, à Fréquence Nord aussi. Bonsoir à tous, bonne année. Voilà. Le programme, Christian, pour cette émission. Au sommaire de ce soir, messieurs, c'est Lille avance vite sans se poser de questions. Lens, pour reprendre le titre de notre confrère La Voix des Sports, un podium en trompe-l'œil. Et Valenciennes et son match nul à Châteauroux. Est-ce un bon résultat ou un mauvais résultat? On dit toujours qu'un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. Voilà le programme, messieurs. Et tout de suite, les cartons avec vous. Rouge ou bleu, n'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas de VAR. Hein. Vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de retour à l'image. Et juste avant les cartons, on vous rappelle que cette émission de Tribune Nord est interactive. Hein. Vous nous laissez vos remarques, vos questions sur les réseaux sociaux, le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et de France Bleu Nord. Et puis ça peut commencer dès les cartons, nous donner vos cartons de la semaine. Tribune Nord, les cartons. Le coup de cœur, le coup de gueule de la semaine. Christian, comme d'habitude, vous commencez le tour de table. Ouais, allez. Alors moi je vais donner un coup de cœur à Benoît, il va sourire parce que je parle toujours de Bousbecq, c'est un petit village que j'aime bien. Et de Péranchy. Et de Péranchy, oui. Mais là j'ai une raison de parler de Bousbecq. J'ai une raison parce que voilà, à Bousbecq, ils ont une équipe féminine qui joue en première division de district. Et là, il y a un investisseur qui s'est amené, monsieur Baptiste Galen, qui a eu pitché de ses filles qui n'avaient pas mal équipées, pas de chaussures, pas de crampons, rien de tout ça, et qui a cherché des fonds pour investir. Et alors, il a un projet, c'est rejoindre l'équipe du LOSC dans les 6 ans à venir, c'est-à-dire que si je compte bien, il doit y avoir 4 divisions. Alors, il est déjà organisé, il y a déjà un programme sportif, un programme financier, et donc voilà, on va lui souhaiter bonne chance, et peut-être qu'il viendra un jour ici pour nous parler de ça. Ce serait l'occasion de nous parler un peu de foot féminin. Ouais, voilà. Très bonne idée. Jean-Marc Devred, votre carton cette semaine. Ce sera un carton rouge à l'AS Monaco qui a explosé en vol face à Strasbourg. Alors quand on sait que ça vient après le renforcement du staff technique avec notamment Franck Passy, ce qui prouve que peut-être Thierry Henry n'a pas le niveau d'un entraîneur de Liga pour le moment. Le recrutement qui a commencé fort pour le mercato d'hiver avec notamment Cesc Fabregas, qui n'est peut-être pas fini puisqu'on parle de Marouane Fellaini, c'est-à-dire qu'on aura peut-être l'équipe de Belgique des fantômes avec Nasser Chadli, Youri Tillmans et peut-être Fellaini. Donc ça montre que le système ne marche pas et c'est inquiétant pour le LOSC puisque je rappelle que le projet du LOSC ressemble quand même curieusement à celui de l'AS Monaco qui avait été lancé par Luis Campos. C'est effectivement le cas. Cédric Van Goten, votre carton. Un carton bleu à Jean-Louis Léka, puisque je pense que la victoire de Lens samedi après-midi est entièrement due à Jean-Louis Léka, qui sort une balle de 2-0 pour Nancy. Vous avez dit carton rouge? Ah non, j'avais compris carton bleu. Oui, carton bleu. Donc il sort la balle de 2-0 juste avant que Lens s'égalise. Il sort une balle de 2-1 pour Nancy juste avant que Lens marque son deuxième but. Donc s'il ne fait pas ces 2 extraordinaires parades, je pense que le match est tout autre. J'ai envoyé votre extrait à Jean Prunetta, mon confrère de France Bleu Fréquence Samora, c'est son beau-père. J'irai encore s'il veut, il n'y a pas de souci. C'est marrant ce carton bleu, parce que la semaine dernière, Benoît Dequeville, si je ne m'abuse, vous étiez en train de dire que Lens avait pas un gardien un suffisamment bon niveau pour la Ligue 1. Voilà, Jean-Louis Léka qui a fait gagner 3 points à son équipe. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est que j'avais le même carton que Cédric Van Goten. Donc vous voyez, Maxime, vous faites fausse route. Et je pourrais rajouter ce qu'il dit, vous l'avez dit. Je vais terminer. Moi, je rajouterais quand même au carton de mon ami agent qu'il a un rôle hyper important dans le vestiaire, Jean-Louis Léka. C'est un relais de Philippe Montagnier. C'est un type qui a la tête sur les épaules, qui a une vraie expérience, qui sait manager les jeunes joueurs, qui vient répondre aux journalistes, qui assume systématiquement les responsabilités.
Mais pour rebondir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, j'ai dit qu'à un moment donné, parce que je pense que Jean-Louis Leca, malgré ses nombreuses qualités, n'est pas le gardien le plus extraordinaire de Ligue 2, j'espère qu'il maintiendra ce niveau de jeu, sinon ce serait un problème pour Philippe Montagnier de sortir son relais au profit de Vachon. Voilà ce que j'ai dit. Vous n'écoutez pas toujours, Maxime. Benoît, cette saison, il a quand même sauvé quelques fois. Vous allez me dire, il est là pour ça. Oui, mais il a aussi des fautes de main sur les derniers matchs où sa responsabilité est engagée. Est-ce que vous voulez enchaîner avec votre carton, peut-être? Oui, moi je vais mettre un carton bleu. Alors, là, on a perdu. Alors, allez vite. Très vite, un carton bleu à Jean-Paul Dambrine. Parce que moi, il y a 3 choses que j'aime dans le foot. Dans le foot, c'est... D'abord, il faut aller au stade, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce qui se passe dans les tribunes ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Et surtout, de manger une bonne frite à la mi-temps et une bonne bière avec modération. Et donc, des frites de Jean-Paul, elles sont extraordinaires depuis. C'est pour ça qu'on paye pas. Depuis 35 ans. Moi, je les paye quand je vais à la baraque. Et voilà, j'ai tellement pris de plaisir à manger cette frite samedi que je tenais à le dire. Merci beaucoup. Philippe Châtelain, votre carton. Carton bleu, Jérémy Pied, le défenseur latéral du LOSC, une bonne pioche pour Galtier. Il était arrivé dans des circonstances un peu particulières en août dernier. Il avait signé avec le LOSC, il avait dû attendre la décision du gendarme financier du football français pour que son contrat soit homologué. Il s'est blessé derrière, c'était son premier match contre Amiens, un bon match, une passe décisive. Jérémy Pied, c'est une bonne pioche pour le LOSC. Il en aura besoin dans la deuxième partie de saison. Et puis un hommage à Guy Sénac, si je peux me permettre. Oui. C'est une équipe de Lens qui m'a fait rêver entre les années 63 et 68, avec des Oudjani, des Sovinski, les frères Lèche, qui étaient les Neymar de l'époque, à une époque où le football était encore plus. Didier. Oui, et puis c'est le père de Didier qui a joué au Racing dans une superbe équipe avec URM, Brisson, Sénac et Guéguet Tuard dans les buts et qui a été champion olympique. J'ai pensé beaucoup à Didier Sénac cette semaine. Vous n'avez pas perdu votre verve, vous avez toujours la petite mousse là, hein, quand vous faisiez la culture sur France 3, et vous êtes toujours autant un bouffeur de micro. Absolument. Il y avait un hommage d'ailleurs au match de Lens samedi face à Nancy. Justement, moi je voulais donner un carton bleu à Stéphanie Frappard. C'était l'arbitre du match Lens-Nancy. C'est assez rare qu'il y ait des femmes qui arbitrent déjà, et encore moins qui arbitrent des hommes. Il y avait une arbitre assistante aussi sur ce match. Christian Falca l'a repéré. Stéphanie Frappard, dont j'ai trouvé l'arbitrage très intelligent, des cartons au bon moment, de l'autorité. Elle a surtout beaucoup laissé le jeu se développer. Elle n'est pas tombée dans le panneau des joueurs qui simulaient. Voilà, elle a officié en Ligue 1 cette saison. Elle a dirigé la finale de la Coupe du Monde féminine U20 cet été. Et l'été prochain, elle a été sélectionnée pour la Coupe du Monde des A qui se déroulera également en France. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Allez, premier thème, on va commencer avec Lille. Hein. Lille avance vite sans se poser de questions. Deuxième avec 40 points après 21 journées. Un point de moins que le Lille champion de France en 2011. Donc c'est déjà quand même pas mal, le Lille de Rudy Garcia. Mais beaucoup plus de points qu'il y a quelques mois, hein, Christian. Oui, donc, bien évidemment. Lille 12 victoires, 4 nuls, 5 défaites. La question, est-ce que Lille peut maintenir ce rythme longtemps? Je sais bien que ça dépend de plusieurs choses, mais déjà, sur le plan strictement sportif, cette équipe-là que nous voyons avec les absences, avec les revenants, est-ce qu'elle peut tenir ce rythme jusqu'au bout? Moi je le pense parce qu'on est dans un football de verticalité et quand on a une ligne d'attaque avec ces joueurs-là, eh bien on peut maintenir le cap. On voit toutes les difficultés qu'ont Lyon, par exemple, face à une équipe qui défend très bas. Lille se pose pas cette question-là. Ils ont les joueurs pour projeter devant et je pense que moi, je les vois finir deuxième. Jean-Marc, d'accord avec Philippe? Pas du tout. Enfin, je vois pas. J'avais déjà eu ce débat avec Benoît. On a parlé là-dessus. Qui voit aussi le LOSC deuxième. Alors, je les vois probablement européens. Ça, dans les 5 premiers, il n'y a pas de problème. Ça, ce serait une contre-performance de ne pas être européen. Voilà, à ce stade de la compétition, bien sûr. Je les vois éventuellement troisième, ce qui n'est pas forcément très intéressant par rapport à la deuxième place qui vous qualifie directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Si je peux me permettre, je pense que si Lille, pour son retour, faisait tout simplement une coupe, la Coupe Europa, il serait content quand même. D'accord, mais si vous êtes troisième
vous n'êtes pas qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Vous disputez un tour préliminaire avant le barrage. Si vous êtes éliminé, vous pouvez très bien tomber contre un gros déjà au départ, eh bien vous ne pouvez même pas basculer en Europa League. Donc c'est pour ça, à la limite, il faut mieux terminer 4e que 3e pour être sûr de disputer cette phase. Et donc je ne pense pas que le LOSC sera 2e, parce que je pense que tout simplement il y a des équipes qui sont meilleures, au moins une. Je vois bien l'Olympique Lyonnais revenir devant. Ça me fait plaisir cette remarque sur l'Olympique Lyonnais. Une petite statistique quand même pour vous dire que 40 points après 21 journées. À chaque fois que le LOSC est arrivé après 21 journées avec 40 points, eh bien le LOSC a fini sur le podium les 7 fois où il s'est situé à ce niveau-là en cours de saison. Donc c'est quand même assez encourageant dans l'optique d'une Ligue des Champions. Cédric Van Goten, vous vouliez réagir? Oui, sur la 2e place, on va prendre des précautions d'usage. On va attendre la fin du mercato parce que ça peut peut-être bouger. C'était ma prochaine question. Ça peut bouger et changer les mois qui viennent. Ouais, on va en reparler ça. Et puis sur l'histoire contre les équipes qui défendent bas, on a gagné contre Amiens sans la manière. Mais ils ont gagné. Oui, sans la manière. Mais contre Toulouse, on n'a pas gagné, et contre Reims, ça a été dur. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de matchs comme ça avec des équipes en face qui vont jouer très bas et qui vont poser beaucoup de soucis. Et moi aussi, j'ai peur du grand retour de Lyon en fin de saison en sprint final. Oui, mais Lyon a encore la Ligue des Champions à jouer. Peut-être plus pour longtemps quand on voit le tirage. Oui, mais lui bouffer au moins un peu d'énergie jusqu'au mois de février. Ouais. Et puis au-delà de ça, moi je trouve que pour suivre pas mal l'Olympique Lyonnais, qu'ils ont une irrégularité comparée au LOSC qui pourrait permettre aux supporters lillois et aux joueurs d'être assez sereins, parce que Lyon pour l'instant ils n'arrivent pas à enchaîner 3 victoires. À ce propos de ce que vous venez de dire, ils ont des matchs en Ligue des Champions. En fin d'émission, j'ai une question que je vais vous poser sur ce truc-là, concernant le PSG. Allez-y, Benoît. Oui, écoutez, moi depuis le départ, j'ai dit que selon moi, Lille allait terminer second, notamment parce que l'opposition. Vous l'avez dit au départ cette année, bien sûr. Oui, je me souviens. Je vais vous dire. Le plus sérieux rival pour le LOSC, c'est l'Olympique Lyonnais. Sauf que Maxime vient de le dire, ils vont perdre énormément d'énergie au moment de la Ligue des Champions. Je pense que les matchs de championnat avant, pendant et après seront très compliqués. Et je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui, mais Leonardo Jardim m'a annoncé qu'il allait réentraîner une équipe de Ligue 1. Bien évidemment que c'est l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire que ça met une énorme pression sur Genesio. Parce que je pense que Genesio, qui a des rapports toujours très compliqués avec le public, les supporters, certains joueurs, Jean-Michel Aulas, mais bien sûr que c'est hyper compliqué d'être à Lyon. Donc ça veut dire que la sérénité ne va pas être lyonnaise dans les prochaines semaines. Moi, je regrette ce but de Dembélé à la 95e hier, parce qu'un but partout bien sûr, mais entre Lyon et Saint-Etienne, un but partout d'abord serait. Supporter de Lille, vous je suis et j'apprécie les clubs du Nord, mais je dois reconnaître que de par ma génération, j'ai grandi avec Lyon au sommet, et forcément de fil en aiguille. Donc juste une bonne sympathie pour l'Olympique Lyonnais. Juste pour terminer, j'aurais bien aimé qu'un point disparaisse, mais je pense que la réaction de Christophe Galtier à la fin du match, il avait une euphorie incroyable vendredi soir. Je parle de Galtier. Galtier était bien conscient que de battre Amiens était ultra important. Ça pouvait être un basculement vers une fin de saison assez voilà. Et dernier petit mot, et je ne dirai plus rien sur Lille. Le scénario du match est très intéressant. Lille est mené au score. Il rate un penalty. Il y avait tous les ingrédients pour peut-être pas sombrer, mais avoir une fin de match très compliquée. Et ils reviennent à l'Agnac, au talent. Ils marquent à 5 minutes de la fin. Donc je suis très optimiste pour cette équipe. Jean-Marc qui rate son premier péno cette saison. Il y a un autre facteur à prendre en compte et qu'on connaîtra un peu mieux dans une semaine, c'est le mercato d'hiver. J'allais en parler. Quelle incidence aura le mercato sur la finale? C'est bien la grande question. Parce que moi j'ai l'impression que le LOSC risque plus de perdre des joueurs que d'en acquérir. Bon, déjà, Balotouré est parti. On a vu le résultat. Le pauvre Youssouf Koné a été complètement dépassé contre Amiens. Donc, il faudra trouver un nouveau défenseur gauche. Et qui apparemment s'est fait, ce sera notre Turc. Et puis surtout, Gérard Lopez a bien dit clairement dans sa conférence de presse la semaine dernière qu'il y avait un pont de sortie pour Thiago Mendes. Alors, le LOSC sans Thiago Mendes, ce ne sera pas pareil. Et même si, à la limite, si on veut aller par là... tout le monde est convaincu maintenant que Pépé ne partira pas. Mais s'il y a une vraie, il a été acheté 10 millions. S'il y a une vraie grosse offre
énorme. Eh ben, il partira, parce que c'est l'économie du foot, parce que ce garçon, il peut se blesser dans les 3-4 mois à venir, et que Gérard Lopez, avec ce qu'il a investi au LOSC, il va certainement pas s'asseoir sur 80 millions d'euros. Donc s'il y a 80 millions d'euros cash sur la table, Nicolas Pepe, il prendra l'avion le lendemain matin, sans aucun état d'âme, et même s'il n'est pas d'accord, il prendra l'avion, parce que ce sera le choix de son club et de son employeur. Souhaitons-le pas pour le LOSC, pour les résultats de fin de saison, mais c'est une éventualité qui peut exister. Oui, Philippe. Alors moi, je vais quand même, j'ai l'occasion de le dire que le mercato d'hiver, c'est vraiment une hérésie dans le football français. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que c'est le riche qui vient chercher aux pauvres et on se débarrasse de certains joueurs de banc. C'est un vrai trafic de joueurs et ça, c'est quand même assez inadmissible. Il faut savoir qu'en Europe aujourd'hui, il faut bien faire vivre les amis de Cédric Gangoton. Bien sûr, c'est pas les agents qui demandent le mercato, c'est les clubs. En Europe, aujourd'hui, les seuls joueurs intéressants sur le mercato hivernal, ce sont des Lillois. Et ils cassent la banque, les Lillois. Que ce soit, il faut savoir que Bamba est arrivé libre à Lille, il vaut 26 millions. Oui. Il connaît 5 millions, il vaut 26 millions. Oui. Et aujourd'hui, Pépé, entre 40 et 60 millions. C'est-à-dire que du jour au lendemain... il vaut plus que ça pour moi. Il pourrait partir pour plus. Hein. Peut-être pour plus. En dessous de 60, il partira pas. Selon la volonté de Gérard Lopez, qui est président, mais moi je suis d'accord, il est devenu investisseur. Et l'investisseur, il faut savoir si un investisseur, il veut gagner de l'argent ou pérenniser un club. Et combien pour Mendes, alors ? Puisqu'on est dans les prix, soyons fous. Le problème du LOSC, c'est que actuellement, vous savez, dans la vie d'une entreprise, il y a plusieurs phases. Là, le LOSC est une entreprise où il y a eu énormément d'argent englouti. Donc, avant même de gagner de l'argent, Gérard Lopez, il va vouloir rassurer ses créanciers, stabiliser sa holding, son entreprise, et faire rentrer un petit peu d'argent. Et n'oubliez pas que la DNCG est loin d'être calme et loin d'être sereine par rapport à la situation du LOSC. Ce que vous dites, ce sera peut-être vrai dans 2 ans, où là, quand il aura vendu à Nicolas Pepe, à Bamba, à Mendes et 3-4 autres, peut-être que là, il sera dans une phase où il va commencer à faire le jackpot. Mais rappelez-vous, Monaco, au début, avant que Mbappé et compagnie, qui vendent pour 600 millions d'euros de joueurs, les 2 premières années ont été très très limites. Ribolovlev, il a fait le carnet de chèques. Voilà. Donc le LOSC, on joue pas la 2e place du championnat. On joue pas la 2e place du championnat. Il la joue pas volontairement, il la joue de fait. Oui, mais je crois que les Lillois, ils sont surpris de se retrouver là. Ils sont surpris que Monaco coule corps et âme. Ils sont surpris que Marseille est au bord de l'explosion. Ils sont surpris que Lyon traîne en cours de route. Aujourd'hui, Lille finalement se dit, mince, comment ça se fait qu'on est là? Où sont les autres? Monaco, c'est l'échec d'un système, un système économique. Enfin, qui a bien marché. Qui a bien marché pendant 5-6 ans. Non, mais alors, si ce que vous dites est vrai, on peut se faire du souci parce que c'est le système d'aujourd'hui. Complètement. Des grosses équipes, je parle. C'est le système aujourd'hui. Oui. Surtout que c'est pas un système nouveau. Je dirais qu'il y avait 2 clubs qui étaient précurseurs là-dessus. C'était le RC Lens, puisque Gervais Martel allait chercher. Non, pas à ce niveau-là, mais enfin, c'est un peu lui qui a lancé le système. Après, Giroud à Auxerre, puisque la spécificité d'Auxerre, c'est pas gâché. Il allait chercher des joueurs inconnus, mais de qualité, qui en vendaient beaucoup plus cher. Voilà, c'est pas quand même un système nouveau, mais aujourd'hui, c'est institutionnalisé. C'est clair. Mais ça, c'est le truc. Gérard Lopez, il vient de la City. T'achètes très bon. Messieurs, soyons quand même raisonnable. Même un club qui n'aurait pas cette politique-là, rien n'expose un club au bout de 4, 5, 6 ans, au bout d'un cycle, à descendre en Ligue 2. Voilà, je ne pense pas que ce soit le modèle économique de Monaco qui les ait menés. C'est Jardim qui était au bout d'un cycle, Thierry Henry qui, à mon sens, n'a pas encore le niveau pour être entraîneur de Ligue 1. C'est une série de blessures assez... C'est une série de blessures. Ils ont 8 ou 9 blessés sur le flanc. Voilà, bon, c'est pas le système économique de Monaco qui met Monaco dans la difficulté. Deux questions. Je voudrais que vous me disiez la rentrée la première titularisation de Jérémy Pied. C'était pas mal, une passe décisive, un peu laborieux en première mi-temps, mais les deux latéraux ont été un peu laborieux en début de match. Le joueur, il va revenir, il travaille tout seul pour l'instant, il va revenir, il faut qu'il joue. Ça a quand même été, à l'époque où je jouais à l'OL, quand Claude Puel a été le chercher, un des grands espoirs du football français.
Hein, il avait traversé toutes les équipes de France jeunes et l'équipe de France Espoir. Quand il est arrivé là, c'est une bonne pioche et il en aura besoin, Galtier, pour maintenir son équipe au niveau. Il a de l'expérience. J'ai le souvenir de Grégory Vignal à Lens qui avait aussi fait toutes les sélections de jeunes. Sur le mercato, on peut faire confiance quand même un peu aux dirigeants lillois. Ces derniers temps, ils se sont quand même peu trompés. Et puis notamment, si on parle de Raphaël Leao, quelques secondes, Raphaël Leao, on se rend compte match après match que c'est une bonne pioche. Monsieur Campos, 4 buts sur les 4 derniers matchs, 5 buts en 519 minutes de jeu. C'est le Lillois qui a le meilleur ratio but par minute disputée, bien meilleur ratio que Nicolas Pepe. Vous avez un petit côté Louis de Funès devant les Grands d'Espagne dans La Folie des Grandeurs, Christian Palka qui me subjugue. J'ai encore deux petites questions. Il y a la Coupe de France demain. À 7. À 7, il joue à 7. Oui. Galtier a dit, ce matin en conf de presse, j'y étais pas, mais je me suis fait expliquer, il a dit que personne ne serait protégé, on va jouer, on joue absolument pour la gagner. Moi, je crois qu'il regrette la Coupe de la Ligue, surtout. Totalement. Il regrette la Coupe de la Ligue, et là... Il se dit, on va essayer quand même d'aller en chercher une, pourquoi pas. Et elle est plus difficile à aller chercher que la Coupe de la Ligue. Il la regrette. Donc là, il met son équipe titulaire. Quand il nous raconte qu'ils reviennent de vacances, qu'ils sont en forme. Dernière question. Alors, est-ce qu'il va vraiment sur l'équipe titulaire? Je me pose la question, parce que pour la Coupe de la Ligue, il avait dit la même chose. Il avait dit, ça va faire un bon. Je pense qu'il bluffe. J'y serai demain, je pense qu'il bluffe. Dernière question. Juste un petit mot, parce qu'on a vu cette année que le PSG ne gagnera pas la Coupe de la Ligue. Ils ont été éliminés. Par contre, malheur à ceux qui éliminent le PSG. Mais on va vous avez vu la raclée que le PSG a mis à Guingamp. Et ça, je peux vous dire. Attendez, à la fin de l'émission, mais ils leur ont fait payer la note. Écoutez, à la fin de l'émission, je vais émettre une hypothèse où je vais me faire tuer par les fans de football. Ils vont dire que nous raconte n'importe quoi. Mais je vais vous expliquer un truc à la fin de l'émission. Dernière question. Oui. Après la Coupe de France, demain, naturellement, Lille va à Marseille. Marseille qui a gagné hier, mais qui va être sérieusement handicapé. C'est le bon moment pour y aller à Marseille. Tout le monde a envie de jouer Marseille en ce moment, sans vouloir manquer de respect aux supporters marseillais. Il explose contre ils sont pas en confiance et vu l'état notamment de leur défense face aux attaques lilloises. Et la perte de Payet. Rémi au camp. Payet blessé, messieurs. Attendez, Payet, Morgan Sanson qui risque de ne pas être là, Sakai. Gustavo est pas là non plus. Gustavo, voilà. Rami. Donc, ce sera peut-être. Ouais, mais enfin bon. Une victoire de Lille là, c'est un match charnière pour la saison. Ouais, ce serait une ironie du sort quand même que Rudy Garcia soit débarqué à Marseille après une défaite contre Lille. Oui, d'accord. Allez, 19h25, 26 déjà, dans un petit quart d'heure, même un peu moins. Mon cher Maxime. C'est la revue du net, 3 questions. On parlera de trois sujets. Ouais. On parlera de Ludovic Obraniak, l'ancien Lillois, autre ancien Lillois qui fait parler de lui niveau transfert. On parlera d'Eden Hazard. Et puis, on parlera assez longuement de Sébastien Roudet, le capitaine valenciennois. Tribune sang et or. Christian Palka, Maxime Lichtevoet. Ça me plaît bien tout ça, les 3 sujets là. Ça me fait plaisir. Alors, Obraniak, tout ça, ça me plaît bien. Et Sébastien Roudet, on n'arrête pas de vanter ses qualités. Allez, donc là on est dans le 2e sujet. Je refais un tour de table. Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Cédric Van Gotem. J'ai envie de dire, l'agent sans joueur, parce que vous ne nous avez jamais amené un joueur encore. Quand vous voulez. Vous êtes mon agent, tiens. Ah. Philippe Châtelain, un ancien de la maison Fréquence Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais, le meilleur commentateur de basket que j'ai connu. Pour ça, vous l'avez invité d'ailleurs, pour l'émission de football. Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord et Médiacité. Et puis Maxime Lichtevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors, donc deuxième sujet. Le RC Lens. Le RC Lens lance un... J'ai repris le titre de notre confrère La Voix des Sports, parce que j'ai trouvé intéressant, en première page. Un podium en trompe-l'œil. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avec c'est un raccourci, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fond avec ça? Oui. Évidemment. Lens est à égalité de points avec 2 autres équipes. On va attendre aussi de voir le résultat. Ouais, le classement, Paris, Metz est leader avec 44 points, Brest est second avec 39 points, et ensuite c'est très rapproché, il y a Lens, Clermont et le Paris FC qui sont à 35 points, Lorient est à 34, et ensuite c'est très très serré derrière Lens. Jusqu'au Havre, il y a encore des possibilités, on est à quelques points. Jusqu'au 8e, on peut encore jouer les barrages ou monter. On ne peut pas dire que les Lensois nous ont rassurés sur le contenu. Sauf que, il y a podium et podium.
Excusez-moi. C'est-à-dire attendez, deuxième et troisième, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez être troisième pendant 10 ans et jamais monter. Alors que si vous êtes deuxième, vous montez. Non, mais c'est une grande différence. Énorme différence. Moi, troisième, voilà, j'ai un peu peur, quoi, la défense centrale, un petit peu. Donc, c'est surtout l'écart avec le deuxième qu'il faut regarder. Mais il y a un petit écart et le deuxième a un match retard qui joue ce soir. Moi, je regarde qui joue contre le quatrième. Christian, le problème du Racing Club de Lens est très simple. Ils ont perdu leurs 2 défenseurs centraux, Tarat, Radovanovic. Qu'est-ce que ça s'est vu? Voilà, Touka et Sagnan font ce qu'ils peuvent, mais selon moi, c'est beaucoup moins fort que les 2 précédents. Donc, si le Racing Club de Lens ne recrute pas au minimum un défenseur central, et à mon avis, un attaquant de grand talent, capable de mettre 10-12 buts jusqu'à la fin de saison, le Racing Club de Lens ne finira pas sur le podium de Ligue 2. Mais monsieur, c'est que mon sentiment. Mais monsieur Ouglorian, le président du Racing Club de Lens, il nous avait laissé entendre que... mais il ne remettra plus un flèche, donc il faut des prêts, il faut des joueurs en vente gratuits, il faut pas cher. Ça ne veut rien dire, Christian. Jean-Marc Devray. Oui, alors cela dit, bon, c'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le constat du match qui était vraiment pas très abouti. Ce qui m'a plu quand même, c'est la réaction d'orgueil en deuxième mi-temps, parce que bon, ça prouve quand même qu'ils tiennent à cette place. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des trous. Il faudra 1 voire 2 défenseurs centraux, parce que ce qu'on a vu donc avec Touka et Sagnan, c'est quand même pas très rassurant. Ouais. Mais par contre, il y a eu un point positif, c'est Achraf Bencherki, qui marque 2 buts, avec aussi Montagnier qui remet quand même son équipe type en cause, puisqu'il avait quand même pas mal chamboulé son équipe. Ça veut dire que lui aussi est capable de se remettre en cause. Il y a des éléments positifs. Après, il faudra effectivement du renfort. Ben Cherki et Mounir Chouillard qui a fait un grand match. Mounir Chouillard, voilà. Mais Mounir Chouillard, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il est bon. Oui. Et c'est une bonne pioche aussi. Alors malheureusement, il fait son Adrien Rabiot, et ça c'est un peu gênant pour le RC Lens. Pour la prolongation de contrat ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, il a refusé la prolongation de contrat, histoire d'être un peu plus accessible pour les clubs qu'ils veulent. Il y a du talent, celui-là. Énormément. On rappelle que on va confirmer que Jean-Mehdi Tarat et Mehdi Jean Tarat. Et puis Radovanovic, c'est pour le compte. Radovanovic, oui, mais Tarat, c'est 3 mois. Mais s'il revient, et Duverne. Duverne est en réserve. Il a joué en réserve. Vous suivez bien les dossiers, Philippe Chasselin, c'est pas mal. Mais ça, il y a Christian, je ne voudrais pas vous décevoir. Mais il faut malheureusement rajouter Bouad Badri. On sait maintenant qu'il est touché au péroné, ça sera au moins 3 mois d'arrêt. Là encore, là. Ah oui. Non, mais ça veut dire qu'il y aura au mois de chance. Non, attendez, là, est-ce que c'est un manque de chance, ou est-ce que sa blessure d'il y a 16 mois, 18 mois, elle est pas plus grave qu'on ne le dit, et puis que c'est pas la même blessure. Après, c'est vrai qu'il est peut-être fragile. Voilà, c'est pas du tout la même blessure. C'est pour ça que je dis manque de chance. Mais après, d'un autre côté, des joueurs qui sont fragiles. Puis quand il y a des reprises comme ça, il y a des systèmes de compensation du physique qui fait qu'on peut avoir d'autres blessures par rapport à celles qu'on a eues. C'est compliqué. En tout cas, c'est ennuyeux, très ennuyeux pour lui. Philippe Châtelain. Moi, je trouve que la Ligue 2, c'est une division très très difficile. C'est dur, la deuxième division, et il faut mettre des briscards à chaque ligne. Il y a des grands briscards. Je trouve que c'est trop jeune, et maintenant c'est trop jeune, et quand on tient compte de la charnière centrale qui est KO, je trouve que il y a des équipes qui sont, je vais vous passer la parole, mon cher Cédric, il y a des équipes qui sont restées des années en Ligue 2. Regardez Montpellier, quand Montpellier est redescendu, il a fallu cet immense Corbis pour les faire monter. Le problème du Racing, c'est qu'on n'a plus trop de pognon pour attendre trop longtemps. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters qui, justement, vis-à-vis de ces problèmes d'argent, nous disent que ça pose problème pour recruter, parce que Thierry Ambrose, on le voit plus du tout. Yannick Gomis est un petit peu en difficulté. Là, on voit la défense centrale, effectivement, qui manque de renfort. Cédric Van Goten, on va positiver un petit peu. Il y a Duverne qui est en train de reprendre. Il y a une information qui est tombée cet après-midi sur un prêt possible de Steven Fortes, qui est un bon joueur, qui est passé par Toulouse, qui est à Toulouse, qui est passé par Reims dans le temps, qui est un très bon défenseur central, qui n'a pas eu de chance ces derniers temps, mais s'il revient au niveau qu'il avait il y a quelques années, ça peut vraiment être la bonne pioche. Et c'est un prêt, donc ça coûte très cher. Le prêt, quand vous n'avez pas le prêt pour profiter bien de prêt, enfin avoir des bons joueurs,
à ce niveau-là, je crois, d'après moi, je pense que c'est le réseau relationnel des présidents, des garçons comme Eric Roy. Chère question, vous savez quand même que parfois il y a des joueurs prêtés à un autre club et c'est le club qui prête qui continue d'assurer le salaire. Comme Lille avec Motiba. Voilà, donc c'est tout bonus pour le club qui hérite du joueur. Voilà. Donc Eric Roy, à charge au club de faire évoluer et de faire grandir ce joueur ou de le faire jouer. Ça dépend. Si c'est un joueur de 28-30 ans, peu importe. Mais ce qui est important, c'est le tissu relationnel de l'entraîneur et du directeur sportif de réussir à ce que des joueurs expérimentés dans d'autres clubs qui ne jouent pas forcément viennent dépanner. En fait, c'est ça. Viens me dépanner 4 mois, 5 mois et voilà. Et donc vous pouvez attirer parfois des joueurs intéressants. Eric Roy, gros bosseur, il bosse bien. Moi, ouais, il bosse bien. Vous le connaissez? Je l'ai déjà rencontré. Tony mon cher Cédric, il dort à la Gaillette. Il habite à la Gaillette depuis qu'il est arrivé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément envie de s'inscrire pendant 5 ou 10 ans ou 15 ans. Il a que ça à faire. C'est pas Avion qui va s'éclater. Voilà, donc il a que ça à faire. Avion, les bistrots sont fermés à 20h. Bon professionnel, moi je vous le dis. Bon professionnel. Non, c'est bien. En tout cas, le recrutement d'été dernier a globalement été très très bon. Donc, ils ont pas de chance avec les blessures. Donc on a parlé des lacunes, on a parlé de la défense, l'attaque qui cherche, Gomis qui a du mal à revenir, mais Ben Cherki qui arrive. Mais ce qu'il y a de fort aussi, c'est le collectif. Jean-Louis Lecoq l'a dit, il a dit, on a un collectif vraiment, il dit, il n'y a pas de tricheurs, tout le monde... Ouais, ça il l'a répété. C'est rassurant, mais en même temps c'est un peu inquiétant. Parce que si on se disait, il y a 3-4 types, là, on pourrait leur botter les fesses et ça remonterait. Donc là, on a le groupe, le collectif, il est compact, mais on est au taquet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-dessus. Moi, j'émettrais quand même un petit bémol à propos de ça qu'a dit Jean-Louis Leca. C'est pas très surprenant qu'en zone mixte, Jean-Louis Leca vienne nous vanter le groupe vit bien, le groupe travaille, etc. Je suis d'accord, mais sur la première mi-temps, j'ai trouvé que le groupe se donne à fond, etc. Je suis un peu mitigé sur cette impression. Moi, j'ai trouvé en première mi-temps Chouillard, Gomis, quand il est rentré après, parfois un peu en dilettante. J'ai vu des joueurs beaucoup lever les bras, se plaindre de mauvaises passes, pas trop faire les efforts les uns pour les autres. Oui, mais Maxime, vous imaginez, vous êtes à la 21e journée, et à cause des blessures et à cause des joueurs en méforme, le coach, il est obligé de changer 40% de son équipe. Ça, il y a des éléments qui ne trompent pas. C'est très très rare. Jamais un coach ne modifie autant une équipe à l'approche du sprint final. C'est qu'il est obligé de le faire, Montagny. Donc il y a moins d'automatisme, il y a moins d'habitude de jouer ensemble. Ben Cherki, moi je l'aime bien. Mais là, je parlais un peu d'attitude individuelle. C'est pas un énorme bémol. Mais sur la première mi-temps, j'ai trouvé que certains Lensois n'avaient pas assez envie de se bouger. Mais non, ce procès de l'envie, il faut arrêter. C'est des professionnels. Ils font ce qu'ils ont à faire. Après, parfois, ils n'ont pas le talent, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas le physique. Oui, voilà, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, c'était un peu endormi. Ne parlez pas d'envie, parce que ça a toujours cette connotation de feignant, ce que les joueurs de foot, globalement, ne sont pas. Enfin, j'ai jamais vu un joueur sortir du match en disant c'est bon, je me suis glandé, tout va bien. Mais non, sauf que parfois, il y a des joueurs qui n'ont pas de talent. Attendez, il y a des joueurs qui ont moins de talent. Qui on a reproché, il y a des joueurs, certains joueurs. Et des cas épisodiques. Ils ne mouillent pas le maillot. Mais c'est une expression de Tony. Mélangez pas. Mais ça peut aussi être du dépit de vouloir bien faire et que ça ne marchait pas. Bien sûr. Philippe Châtelain. Oui, alors moi, quand je les ai vus rentrer à la mi-temps menés 1-0, je me suis dit, ça y est, aïe, on est reparti dans la crise, je te rejoins. La première mi-temps avait été complètement amorphe sur ça. Alors, je voudrais bien être petite souris par moment pour être dans le vestiaire, pour savoir ce qu'a dit Philippe Montagnier, pour qu'on puisse avoir une équipe complètement différente. C'est la même chose à Lyon hier avec Genesio à la mi-temps. Pourquoi le Racing n'a pas attaqué son match comme il a attaqué sa deuxième mi-temps? La question, elle est là aussi. Parce que l'équipe, Benoît l'a dit, était quand même profondément renouvelée. C'est pas évident. En plus, avec un joueur qui sort au bout de 15 minutes, voilà, c'est pas évident. Donc, le fait qu'ils aient pu réagir en deuxième mi-temps, c'est déjà quand même plutôt un bon signe. Et puis, il y avait une série de matchs dernièrement qui n'était pas formidable, dont une défaite au Restart. Donc, quand on démarre comme ça un match à domicile qui devient important, il y a un petit peu d'appréhension, de pétoche, et puis voilà. Maxime, normalement, c'est les supporters qui posent des questions. Les supporters posent des questions. Non, alors moi, je vais leur en poser une. Allez-y. Je les trouve, les supporters de Lens, samedi, je vais les féliciter, je les trouve très très gentils.
très très gentil depuis que ça fait quand même une paire de matchs que ça n'allait pas trop bien. Moi, je me souviens que Alain Casanova s'est fait entrer dans le chou par les supporters, par la Marek en face, très très vite, au bout de 4 matchs. Au bout de 4 matchs, et là, ils ont soutenu leur équipe jusqu'au bout. C'est ce que doit faire un supporter, et ils ont été récompensés. Mais avant, c'était pas comme ça. Après, j'étais au-dessus de la Marek pendant le match. J'étais en Xerxes samedi. Il y a quelques chants. J'ai pas très bien compris à qui ils étaient destinés. Mais disons qu'à certains moments, ils n'ont pas fait seulement qu'encourager leur équipe. Voilà. Oui, évidemment. Puis quand même, je vous rappelle qu'il y avait une banderole où ils ont écrit, d'ailleurs, il y a eu un communiqué des Ultras, ils ont écrit au préfet du Pas-de-Calais, au sous-préfet de Lens, en demandant l'indulgence pour les interdits de stade. Ils ont sorti une énorme banderole, indulgence pour nos interdits de stade. Donc, quand vous demandez l'indulgence des autorités, des pouvoirs publics pour les gens qui n'ont plus le droit d'aller au stade, si vous commencez à mettre le bins, ça fait un peu désordre. On va s'arrêter là pour ce deuxième thème sur le Racing Club de Lens. Dans 15 minutes, Christian, ce sera l'heure du Palcapif. On va pronostiquer quel match cette semaine. J'ai hésité, il y avait le match de Marseille vendredi, mais il y a aussi les 2 matchs de Coupe de France. Demain, Lille qui joue à 7, et mercredi l'équipe de Croix Nationale 2 qui joue à Marignane Gignac Nationale 1. Voilà, on va pronostiquer qualifié ou pas qualifié, Il n'y a pas de tir au but. Voilà, Lille qualifié et Croix qualifié ou pas qualifié. Jusqu'à 20h, France Bleu Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais présentent Tribune Nord. Christian Palka, Maxime Nictefoot. Et maintenant, c'est la revue du net, Maxime. Exactement, avec les 3 informations c'est pour ça que j'ai pas oublié là. Qui vous intéressaient tout à l'heure. On commence avec une sortie médiatique assez sympathique de Ludovic Obraniak, l'ancien Lillois, qui maintenant officie sur une autre radio nationale. Il a fait un comparatif suite à la victoire de Lille face à Amiens. Il a fait un comparatif entre l'équipe de Lille de 2011, championne de France, et l'équipe de Lille actuelle. Alors certes, elles n'auront pas forcément la même fin de saison parce que ça va être compliqué pour le LOSC d'être champion, mais voilà, il a dit qu'il avait apprécié le fait qu'il y ait des profils assez différents pour pallier aux difficultés face au bloc bas dont on a parlé tout à l'heure. Il a dit qu'il aimait bien notamment Araujo, Léao qui s'imposait de plus en plus, ça lui rappelait des Tullio De Melo ou même lui-même, ou enfin au milieu de terrain, voilà, la grinta de joueurs comme Cheka. En tout cas, Ludovic Obraniak, et à mon avis c'est pas le seul, beaucoup de supporters lillois apprécient l'enthousiasme que transmet cette équipe du LOSC. Et je vais rajouter quelque chose. Allez-y. Ça va être un renfort de poids pour le club de Lambersart qui joue en régional C. Régional 3. Qui est Régional 3, voilà, Régional 3, groupe C, qui est leader d'ailleurs. Yarsigny est là il va jouer en régional. À Lambersart, voilà, j'avais pas eu cette information. Alors, il habite Lambersart. Il a une maison à Lambersart. Il aurait pu signer un Marquette, ça m'aurait arrangé. Mais... bonne information, je l'avais pas vu passer. Deuxième information de cette revue du net, et je sais que Benoît de Queveauvillé va forcément réagir, puisque qui dit revue du net dit on parle d'Eden Hazard. Eden Hazard qui a perdu ce samedi avec Chelsea face à Arsenal 2-0, et Eden Hazard qui, d'après le journal pro-madrilène espagnol Marca, le journal sportif mais essentiellement de foot Marca, affirme que Eden Hazard va signer à la fin de la saison cet été pour rejoindre le Real Madrid. Marca qui avance, et le média aussi ESPN qui avance que Hazard ne va pas prolonger son contrat à Chelsea. Il n'aura donc plus qu'une année de contrat à la fin de la saison, et donc Chelsea sera obligé de le laisser partir. C'est ce qu'il doit faire. S'il veut être ballon d'or, il faut qu'il aille à Madrid. Il faut qu'il aille à Madrid. Cela dit, très très attention avec Marca, qui de temps en temps écrit ses rêves pour essayer de les prendre pour des réalités. C'est bien, ça arrive. Donc voilà, c'est... Ouais, vous seriez bien rédacteur en chef de Marca, Christian Palka, je vous verrais bien. Mais il est grand temps que Eden Hazard sorte de l'anonymat feutré des quartiers bourgeois londoniens. C'est un peu fort, l'anonymat feutré, mais je comprends l'idée. Ouais, je crois que Madrid doit aussi faire une revue d'effectifs. Je crois que Madrid est à l'intérieur. Il leur faut un buteur. Avec ses qualités techniques, il va régaler le championnat. Surtout qu'il est utilisé en numéro 9 ou en faux numéro 9 en ce moment, ce qui n'est pas vraiment son poste. Et notre ami Sébastien Roudet. Votre ami Sébastien Roudet, il s'est fendu d'une sortie médiatique, notamment dans l'Est républicain, suite à la défaite au Havre mardi dernier. Sébastien Roudet qui n'a pas été tendre et qui a vidé son sac, on va dire, vis-à-vis notamment de la situation du club de
Valenciennes en coulisses. Il a dit que les saisons à VA étaient usantes psychologiquement. Je pense que cette année est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en ai un peu ras-le-bol de tout ça, a-t-il expliqué. Il a dit que voilà, pour ce qui est de ce qui se passe en coulisses, le rachat qui ne prend pas, il a dit c'est sûr qu'on aimerait enfin être fixé, c'est assez usant à la longue. Personnellement, c'est aussi un peu pour ça que je vais bientôt couper avec le foot. Après ces 6 mois, je pense faire un long break. Donc voilà, Sébastien Roudet, Valenciennes qui va pas très très bien sportivement, on va en parler tout de suite. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lictevoet. Oui, ben voilà, c'est le 3e sujet Valenciennes. Alors je reviens. Alors là, je vais commencer là-bas. Je vais commencer par mon ami Philippe Châtelain, ancien de France 3. Vous savez, Valenciennes. Non, mais non, vous parlez pas. Ah, pardon. Je vous présente. Tour de table. Bouffeur de micro. Alors Philippe Châtelain, France 3 et ancien France 3, ancien Fréquence Nord. Cédric Van Gotem, agent de joueur. Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Maxime Lictevoet, France 3 Nord-Pas-de-Calais, et Benoît de Quevauvillers, Médiacité, mais surtout France Bleu Nord. Alors Valenciennes, 16e avec 21 points. Pour 21 matchs, ça fait déjà, c'est facile à compter, ça fait 1 point par match. 1 point par match, il y a 38 matchs, ça fait 38 points à la fin de saison. C'est moyen. C'est moyen, je vais risquer de descendre. Juste, ouais. Cela dit, Valenciennes est habitué à galoper à ce rythme-là depuis au moins 4-5 ans. Hein. Depuis qu'ils ont quitté la Ligue 1, depuis 4-5, ça fait au moins 4-5 ans. Ils tournent à peu près 16e, 17e, ils font 2 bons matchs, et des fois ils arrivent à finir 12e même. Ils se sauvent dans les 2 derniers matchs, mais ils finissent 12e. Voilà, donc bon, ça fait pas rêver. Et puis, mais là, il marche vraiment au ralenti quand même. Là. On a des supporters valenciennois, excusez-moi, juste des supporters valenciennois qui réagissent sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, qui regrettent notamment ce match nul très dommage à Châteauroux, alors que je cite, c'est le compte Ningesphère, un compte assez connu des supporters valenciennois, qui dit le match aurait clairement dû être plié à la mi-temps avec plus. C'est ce qu'a dit Réginald Ray. Ils ont failli le perdre. Oui. C'est limite une chance avec la deuxième mi-temps qu'il y a eu. Mais ils sont à l'extérieur, c'est la preuve qu'ils se battent, même le match perdu au Havre. Le Havre, c'est quand même costaud. Ils perdent 4-3, ça veut dire, malgré qu'ils sont asiens, malgré que c'est pas folichon, malgré l'incertitude. Je sais bien que Benoît dit que ça joue pas. Roudet vient de nous expliquer qu'apparemment ça joue. Voilà. Oui, et conséquence d'ailleurs, la nouvelle. Si vous avez dit que Tony et vous aviez dit ça joue pas que tant que les joueurs sont payés. Tant que les joueurs sont payés, voilà, vous m'avez dit. Ouais, mais quand vous savez pas. Enfin, ça dit, l'incertitude joue encore, puisque encore cet après-midi, on a appris que le Conseil de prud'homme avait condamné le club à verser 290 000 € à Farag Subisic pour licenciement abusif. Ça vient après ce qui était arrivé pour Perdre Casoli, qui avait gagné son procès au prud'homme, Jean-Pierre Ventier, le directeur général. Donc ça prouve quand même qu'il y a une gestion bizarre qui joue, qui doit jouer quand même un petit peu sur l'esprit des joueurs. Et puis on va revenir, mais on l'a déjà dit, les auditeurs ils vont se dire, mais ils racontent toujours la même chose. Mais oui, mais c'est parce que tous les semaines on découvre des trucs et c'est toujours la même chose. On découvre toujours pareil. Il tourne en rond. Zdiak qui veut vendre, mais il veut que l'autre monte ses sous, et celui qui a les sous, il veut acheter, mais il veut que Zdiak monte ses papiers. Il dit, c'est une histoire de fou. Vous avez les nouvelles d'Éric Besson. Il est encore, on le voit plus. L'ancien ministre. Oui, il était partout sur la toile, il tweetait, il racontait qu'il allait arriver. Ensuite, il a dit qu'il allait arrêter de parler sur Twitter. Je pense que on le voit plus. Non, mais je pense que le fond. Monsieur Tavares, votre ami, Monsieur Tavares, Paulo Tavares. Je pense que le plus sérieux, c'est le fond anglais avec Dominique Bailly qui est sans être dans la coulisse, quoi. Je pense. Qui est là sans être. Ça démarre mal quand même. Qu'est-ce que c'est compliqué? Alors il est là, mais sans être là, peut-être. Quand en coulisses, ça va pas. Quand dans une entreprise, il y a des bruits de licenciement qui courent à l'étage, les employés ne sont pas en bonne forme et ils ne sont pas en bonne santé. Et là, c'est un peu pareil. Je veux dire, en plus, VA est la dernière défense du championnat. On ne peut pas gagner, on ne peut pas être bien classé, on ne peut que se sauver quand on est dernière défense du championnat. Attendez, est-ce que c'est pas une indiscrétion si je vous dis, vous n'allez pas vous vexer, si je vous dis que vous êtes supporter valenciennois depuis toujours? Comment? Non.
Ah, vous êtes chez Valenciennes, vous? Non, oui, mais je suis. Il ne faut pas rougir. Je suis supporter du Racing. C'est pas une du Racing Club de Lens. D'accord. Voilà. Non, mais je termine. Quand on est de la dernière défense, on peut, à la limite, comme simple ambition, que se maintenir. Le football moderne, il faut une défense avant une attaque. Si on a été champion du monde, c'est d'abord grâce à notre défense plutôt qu'à notre attaque. Dit comme ça, c'est très clair. Non, moi, je voudrais lancer un appel à Eddy Zdiek, en lui disant que les supporters valenciennois essaient de lancer des appels. J'ai pas les comptes. Je connais pas la situation économique précise de Valenciennes. Oui, mais j'ai pas les comptes, Christian. Je suis pas dirigeant, je suis journaliste. Vous allez les avoir. Donc j'ai pas les comptes. Je vais peut-être les avoir, mais je pense que la trésorerie valenciennoise ne va pas très bien. Donc, et qu'elle va aller avec des condamnations comme Jean-Marc vient d'annoncer. Et il y a Nicolas Pento aussi. Il y a Nicolas Pento, il y a sur Facebook. Pento, il y a au moins 10 ans. Il y a aussi, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a un contentieux entre le club et la société Dupont-Restauration pour des impayés. Il y a un contentieux avec la société Terre en Vie qui a fait l'entretien des pelouses, etc., etc. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'ai envie de lancer un appel à Eddy Zdiek. Monsieur Zdiek, mettez un tout petit peu votre fierté de côté. Négociez avec Patrick Partouche, qui est, à mon sens, le candidat idéal pour ce club de Valenciennes. C'est une grosse entreprise régionale. C'est quelqu'un qui a un attachement à Valenciennes, à son club. C'est quelqu'un qui est bien implanté auprès des politiques. Ça pourrait aller très vite. Ça pourrait se faire dans des conditions financières acceptables pour monsieur Partouche et raisonnables pour monsieur Zdiek. Et tout le monde s'y retrouverait, les supporters, les joueurs, Sébastien Roudet, etc., etc. Voilà. Tant que monsieur Zdiek s'arc-boutera sur des projets exotiques, un peu fantasmagoriques, etc., le temps va passer et il risque d'emmener son club un peu plus près du précipice. Je trouve ça dommage. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, peu importe que ce soit Patrick Partouche ou d'autres qui reprennent le club? Non, peu importe. Non. Je veux dire, peu importe le repreneur, ma question n'est pas là, c'est de savoir si est-ce que c'est pas déjà trop tard, dans la mesure où on est le 21 janvier. Il reste 10 jours de mercato et on sait que Valenciennes, avec le groupe actuel, ça va être compliqué. Enfin, il faudrait des recrues, même en prêt. On a vu que ça a marqué. Julan a mis son premier but là. Ils ont déjà fait un très bon mercato. Oui, c'est vrai que ça c'est très bien. Vous demandez à n'importe quel entraîneur de Ligue 2, l'avant-match, la première consigne, c'est de bloquer Saliou-6. N'importe quelle équipe de Ligue 2, la consigne, c'est vous bloquez d'abord Saliou-6. Donc c'est vraiment une grosse plus-value pour Valenciennes. Mais vous pensez que c'est suffisant? On parle de la nécessité d'avoir une bonne défense. Saliou-6, c'est pas celui qui va vous faire la muraille de Chine devant le gardien, a priori. Vous verrez qu'il y aura un gros plus sur la deuxième partie de saison sur la façon dont Valenciennes va jouer. Ah oui, on l'a déjà vu. Sans recrue supplémentaire, c'est ce que vous. On l'a déjà vu sans Saliou-6 au Havre. Parce que dans le contenu, c'est quand même mieux qu'il y a quelques semaines, parce qu'il y a des chiffres, mais il y a aussi des questions de dynamique. Et en termes de dynamique dans le jeu, je suis un peu plus serein aujourd'hui qu'il y a quelques semaines pour Valenciennes. Et moi, j'ai toujours trouvé, alors vous allez me prendre pour un fou, j'ai toujours, du temps de Réginald Ray, mais surtout aussi du temps de Farouk, mais même avant, j'ai toujours trouvé qu'à Valenciennes, il y avait un fond de jeu. Toujours trouvé, moi. Toujours. Oui. C'est le paradoxe un peu là. Ouais. Moi, je trouve quand ils se mettent à jouer, ils jouent. Le problème, c'est qu'ils se mettent pas souvent. Pour le derby, ils ont été extraordinaires. Ils sont super bien maîtrisés, ce derby contre Lens. Donc, il n'y a pas de raison que ce genre de match ne peut pas être reproduit par ce groupe-là. Le vrai problème, on l'a déjà dit, c'est la défense, puisqu'on l'a encore vu au Havre. Finalement, ils marquent 3 buts, mais même en marquant 3 buts à l'extérieur, ils ne sont pas capables de gagner. Donc, ça ne sera pas, le problème ne sera pas résolu. Il risque de pas être résolu. Quand vous encaissez autant de buts, pour gagner, c'est compliqué, quoi. Que disent encore nos amis? Les supporters se plaignent pas mal, notamment de Patrick Partouche. Les supporters doutent. Est-ce qu'ils amènent des solutions? Non, Patrick Partouche depuis le début, en tout cas sur les réseaux sociaux, Patrick Partouche, c'est vraiment une offre de reprise, un personnage, quelqu'un qui rassure, on va dire, les supporters. Les supporters qui en veulent énormément à Eddy Zdiek, beaucoup. Alors je ne sais pas s'ils ont des infos ou si c'est leur impression. En tout cas, pour beaucoup de supporters aujourd'hui, c'est ancré, c'est acté. Eddy Zdiek n'a jamais voulu vendre le club. Il a étudié des projets de reprise un peu chaotiques et en fait, au fond, il n'a jamais voulu vendre. Il a joué la montre. En tout cas, c'est l'impression qu'ont les supporters de Valenciennes qui s'impatientent devant les résultats sportifs et devant le fait que ça fait ça fait 3 mois, 4 mois qu'on parle de reprise. Il a quand même signé un protocole avec 3 Sports Invest. Mais ça n'oblige à rien après d'accepter. Mais si 3 Sports Invest avait mené le projet à terme avec un apport. 3 Sports Invest, c'est terminé? On n'en parle plus? Non,
Non, mais si, à mon sens, si ça avait dû se faire, ça se serait déjà fait. Moi, je suis d'accord avec vous. Alors moi, ce que je comprends pas avec Edis Dieck, je le connais pas. J'ai rien contre lui, vraiment, j'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. J'ai parlé un peu avec, c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'il doit être un peu maso. Il fait tout pour que les gens l'aiment pas, quoi. Il fait tout pour. Il se met tout le monde à dos. J'ai l'impression que c'est sciemment, ça doit l'exciter. Peut-être. Invitez-le pour qu'il vienne nous expliquer. J'ai déjà invité. Monsieur Zdiak, êtes-vous maso? Posez-lui la question comme vous venez de nous l'affirmer, mon cher Christian. J'ai déjà invité. Et pourquoi vous vendez pas sûr qu'ils viennent là? Et pourquoi vous vendez? Ce serait bien qu'ils viennent, qui s'explique. Moi, c'est un problème qu'il faudrait quand même régler, hein, le problème des coulisses, parce que là, moi, je suis convaincu que ça joue sur le terrain. C'est évident. Valenciennes qui... Allez-y Christian, allez-y. Non, allez-y, Bazin. Non, je disais juste que Valenciennes va continuer à se battre difficilement pour son maintien avec ses moyens. Mais par contre, ça, c'est un truc qu'ils connaissent. Hein. Ils savent comment on fait pour sauver les Valenciennois. Donc voilà, c'est l'heure du Palcapif, là. Exactement. Le Palcapif. Le Palcapif, vous le savez, comme d'habitude, on fait des pronostics de plusieurs matchs qui vont avoir lieu dans la semaine et on tient un petit classement qui est le meilleur pronostiqueur autour de la table depuis le début de la saison. Moi, je suis plus le dernier. Philippe Chatin. Non, vous n'êtes pas dernier. Il doit être dernier. Il n'est pas dans le classement d'ailleurs. Alors, les règles, c'est que Benoît gagne à la fin, quoi qu'il arrive. Non, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et Benoît de Covovillé, ici présent, était le seul à avoir pronostiqué la victoire du Red Star face à lundi dernier, 1-0, but à la deuxième minute. Oui. J'ai les scores devant moi, c'est véridique. Benoît, par contre, avait pronostiqué 2-1, donc il n'a pas eu le score exact. Donc on va lui donner seulement un demi-point quand on n'a pas le score exact comme ça. Je cherche la perfection, mais je ne fais que l'approcher. Voilà. Ce qui n'empêche pas, Benoît est totalement est en tête de ce classement, 12 points devant Jean-Marc, 9. Tony, même s'il ne vient pas tout le temps, 6,5, 6,5 points. Et puis Christian, assez loin derrière, 4,5. Et puis moi, lanterne rouge, toujours 3 points seulement. Mais parce que je préfère les paris ambitieux. Alors là, on va aller sur les deux matchs, mais là, on aura du mal à se départager parce que je pense que tout le monde va dire pareil. Moi, je vous dis clairement, qualification demain, je vois pas comment ça peut se faire autrement, de Lille à 7. Dans le temps réglementaire, dans les prolongations, tir au but en temps réglementaire, ils vont expédier ça vite fait, bien fait. Et je crois, ça va être très dur, je crois à une qualification de Croix, peut-être là dans le temps réglementaire, parce qu'ils se battent bien. Moi, je les ai vus à Boulogne, à l'extérieur, contre une... Dans le temps réglementaire ou addition Non, prolongation. Pourquoi okay. Non, mais si on donne déjà le... oui, c'est pour départager. Oui, voilà. D'accord. Croix qui n'a qu'une différence, une division de différence avec Marignane Gignac, et puis ils sont bien classés dans la... Marignane est en milieu de tableau de national. Au milieu de classement, ils n'ont pas la même motivation. Je crois que la surprise est possible. Croix peut gagner. Voilà, allez-y, Philippe. Oui, Croix peut gagner. Et après, dans le temps réglementaire. Et après Et puis Lille. Lille gagner. Lille va gagner, oui. Jean-Marc. Alors, victoire du LOSC dans le temps réglementaire, je ne sais pas comment il pourrait être autrement. Et puis, je prends un petit risque pour Croix. Je vois effectivement Croix se qualifier après les tirs au but. Croix au tir au but, c'est bien noté. Cédric Van Goten. Idem pour moi. Idem que Jean-Marc. Pareil. Ouais, tout à fait. D'accord. Allez-y, Benoît, à vous. Moi, je vois une qualification du LOSC dans le temps réglementaire. Et je vois une qualification de Marignane dans le temps réglementaire, juste pour énerver Fabrice Vélance. Patrice Vélance, que je salue, mais dans le fond du cœur, je rêve d'une qualification de Croix, bien évidemment, mais pour essayer de garder mon leadership dans le classement, je joue la grosse cote Marignane. D'accord, la grosse cote Marignane. Bon, voilà. Pour moi, comme ça, j'aurai un nouveau carton rouge de Patrice Vélance. Une victoire de Lille, mais une victoire de Lille après prolongation, voilà, pour changer un peu, essayer de faire original pour remonter au classement. Et puis Croix en prolongation. Allez, Croix en prolongation. Voilà, cette émission est terminée. Avant de vous dire au revoir, je vais vous raconter ce que je pense qu'il s'est peut-être passé. Le résultat, le PSG qui se qualifie 9-0. Qui gagne 9-0 en championnat. Et qui gagne 9-0 en championnat et qui est éliminé par ce même Guingamp en Coupe de France. On est d'accord. Je pense que vraiment, ils ne voulaient pas pour des arrangements, mais vraiment, ils ne voulaient pas jouer cette Coupe de France parce qu'ils ont un gros programme derrière. Gros programme derrière. Jamais, vous pouvez dire ça. D'abord, ce jour-là, Guingamp a eu 3 pénaltys en Coupe de France.
Voilà. Non, mais les pénaltys, vous pouvez les provoquer. Et pourquoi, attendez, excusez-moi. Et pourquoi ils en remettent 9? Non, mais si vous voulez avoir un pénalty, vous le provoquez, il n'y a rien de plus facile. Les Parisiens. Moi, je dis pas comme toi, je dis pas comme vous. Et si leur en mettent 9, c'est justement pour remettre l'église au centre du village. Oui. C'est pour dire, vous nous avez éliminé en coupe. Terrible, alors on va vous en mettre une sévère en championnat. Non, alors je peux vous dire que les Parisiens, ils sont verts d'avoir été éliminés de la Coupe de France. Ils ont pu vouloir dire, vous nous avez éliminés parce qu'on a bien voulu. Voilà, merci Jean-Marc Devray de France 3 Nord-Pas-de-Calais, merci Cédric Van Gotham, merci Philippe Châtelain, on vous reverra. Merci Benoît de Clouvillers et merci Maxime Lictevout. Merci à vous, bonne fin de soirée.